TDI. Regarde les hommes changer. Daniel Cohen, la fin des solidarités, comme vous dites, a donné naissance à une sorte de tout-concurrence. Et par la même occasion, c'est la fin du social, c'est la mort du social. C'est la fin du social, en tout cas tel qu'on l'a compris. C'est une nouvelle question sociale, pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Rosanvallon. Et pour dire la vérité, on n'a pas réglé cette question. D'ailleurs, la société industrielle elle-même, celle des années 50 et 60, trouve son modèle social très tardivement. On est passé entre-temps par la crise de 1929 qui a montré à quel point la vieille société industrielle était fragile, et on a inventé après-guerre la sécurité sociale. C'est ça qui manque aujourd'hui. Parce que, de fait, avant, au sein des entreprises, un certain nombre de solidarités jouaient. Aujourd'hui, tout a volé en éclats. Et en réalité, aujourd'hui, chacun se retrouve face à un destin qui devient solidaire. Il y a beaucoup de congruence entre le destin de quelqu'un qui travaille chez Darty ou chez je sais pas quel autre grand magasin. Mais il n'y a plus comme avant l'idée qu'on appartient à une classe sociale représentée par ces syndicats et qui peuvent porter vos revendications. Parce que tout est devenu très singulier. Donc, tout le monde est en concurrence, y compris les ouvriers entre eux, les cadres entre eux, les vedettes de cinéma exactement. entre elles. Et ça a été voulu comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on externalise des ressources qui étaient produites auparavant dans une entreprise, même prenons un exemple très simple, la cantine, le service d'entretien, avant ça faisait partie de l'entreprise. Maintenant, on s'adresse au service d'entretien qui proposera le meilleur rapport qualité-prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaiera sans cesse de faire pression sur ses sous-traitants pour avoir ce qui sera le moins cher. François Chérec, le patron de la CFDT, racontait une anecdote très intéressante. Il racontait comment, prenant un train pour se rendre à une conférence, il avait été interpellé par les gens de Carlson Wagon-Lit, le sous-traitant de la SNCF chargé de vendre les petits sandwichs, etc., en disant « Vous défendez la SNCF, très bien, mais nous, les sous-traitants, parce qu'il y a eu une mise aux enchères du meilleur machin, on est passé d'une vie à une autre, et maintenant, c'est l'enfer. Parce que le nouveau sous-traitant, impose des temps de pause, etc., beaucoup plus court, et notre vie a basculé, sans être dans le radar, parce que ça ne se voit pas, ça n'est plus dans l'entreprise, et en effet, la question sociale aujourd'hui, elle est sous le tapis, et vous avez raison de le dire comme ça, là où il y avait avant des hiérarchies entre les différents acteurs de la société, maintenant il y a une mise en concurrence, et du coup, c'est beaucoup plus dur, car c'est sans cesse remis en question. Ouvrier contre ouvrier, entreprise contre entreprise, pays contre pays, parce que quand on n'externalise pas seulement dans une entreprise extérieure, on externalise aussi dans un autre pays. Alors, et finalement, on se dit, c'est bien, ils en profitent, ils peuvent s'enrichir à leur tour. Alors, c'est vrai, mais à condition de bien garder en tête l'ordre dans lequel ça s'est fait. On a d'abord eu la révolution financière des années 80, c'est-à-dire une remise à plat de la façon de concevoir la production. En effet, en ouvrant la voie à une sous-traitance généralisée, là où avant on le faisait sur place et in situ, et la mondialisation vient se nicher après dans les mailles qui ont été ouvertes. Donc c'est vrai que la mondialisation fait partie du processus dont on parle, mais elle n'en est pas la cause. On pourrait pousser le paradoxe et dire que c'est l'inverse. C'est la révolution financière des années 80 qui a rendu possible la mondialisation telle qu'on la connaît. D'ailleurs, à ce sujet, reprenons la mondialisation des années 50. On a un nouvel acteur, le Japon, qui fait beaucoup de destruction aux États-Unis dans tous les domaines où le Japon trouve ses avantages comparatifs, les motos, la voiture, l'optique, etc. Si on avait eu la même configuration industrielle que dans les années 50-60, mais qu'au lieu d'avoir un Japon, on avait eu un Japon, une Chine et une Inde, il n'y aurait pas eu de mondialisation. C'est-à-dire la protestation sociale aurait été beaucoup plus forte que celle qu'on a maintenant et elle aurait été interrompue. Là, c'est plus facile parce qu'en effet, on n'externalise pas la filière textile. On garde la distribution, on garde la conception, on externalise des segments, la publicité, tout ce qui rapporte au fond. Tout ce qui rapporte. C'est ça, la société post-industrielle. La société post-industrielle, c'est une société qui est en réalité l'unité de deux extrêmes. On va dire la commercialisation, la distribution, et puis donc en aval, et puis en amont, la conception qui inclut la publicité. Ce sont ces deux termes extrêmes qui sont le cœur de la société post-industrielle. Le cœur de l'ancienne société industrielle, c'est-à-dire la fabrication, elle est laissée, elle est abandonnée à la sous-traitance ou à la délocalisation. Et c'est ça qui manque pour retrouver la cohésion sociale qu'on avait auparavant. Daniel Cohen, dans Richesse du monde, pauvreté des nations, qui traitait essentiellement des inégalités, et on voit bien que la concurrence dont on parle là aggrave les inégalités. Vous compatiez l'idée reçue, là encore, que c'est la mondialisation qui appauvrit les pauvres et qui enrichit les riches. Pour vous, les inégalités, si elles se creusent, ça n'est pas du tout non plus le fait de la mondialisation. Non, ça renvoie à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que la montée des inégalités, elle doit beaucoup au fait que on a fait voler en éclats
justement ces hiérarchies salariales qui maintenaient les grilles de salaire entre elles. À partir du moment où la personne qui travaille pour la cantine ou le service d'entretien ou le gardiennage, elles ne sont plus dans la société qui l'emploie, mais ces salaires par définition ne sont plus indexés à ceux de l'entreprise qui l'emploie. Et donc on voit ici le jeu s'ouvrir avec une mise en concurrence, vous le disiez très bien, de ceux qui sont tout en bas, et puis la capture de la rente pour ceux qui sont en haut. Alors aux États-Unis, ce processus a pris des formes de fou, puisque le 1% le plus riche a doublé sa part dans la richesse nationale au cours des 30 dernières années, pendant que les 99 autres pourcents ont tout simplement stagné avec des déclassements très forts en bas de l'échelle sociale. Donc on voit bien ici ces solidarités salariales brisées en éclats. Et il y a un mot qui résume un peu tout ça, c'est le mot The Winner Takes All. C'est un livre très célèbre aux États-Unis. Le gagnant prend tout. Effectivement, il y a une mise en concurrence et il y a quelqu'un, Microsoft, Google, Apple, qui ramasse la mise. C'est ce qu'on appelle aussi le star system, c'est-à-dire qu'il y a une star, vous, Frédéric Tadei, qui ramassez tout, et puis il y a tous ceux autour qui essayent de faire comme vous, qui n'y arrivent pas, et qui sont dans la servitude. Vous me portez un peu, dites plutôt Zidane ou Johnny Depp. Pour le dire c'est plutôt, c'est-à-dire que Johnny Depp, avec 25 millions de dollars par film, évidemment, il y a des tas d'autres comédiens qui gagnent à peine 1000 euros. Mais il y a un mécanisme étonnant, et ça ressemble à la mondialisation, qui est que les gens veulent voir la même chose, veulent la même star, et ça crée un phénomène d'agglomération autour de ceux. Vous allez beaucoup plus loin. Vous racontiez même dans Richesse du monde, pauvreté des nations qu'aujourd'hui on se marie entre gens qui ont les mêmes revenus, le même niveau d'éducation, les mêmes diplômes, même genre de travail, que ça n'était pas vrai autrefois. Alors, en effet, une manière de décrire ce monde, c'est de dire l'ancien monde produisait, au moins en partie, mais en tout cas dans la représentation que les gens se faisaient de leur propre existence, de l'exogamie. Une statistique simple, dans les années 50 et 60, la moitié des cadres n'avaient pas fait d'études supérieures. Donc ça veut dire qu'ils étaient sortis du rang, donc il y avait des carrières possibles. Encore une fois, illusoires dans une grande mesure. Il y avait pas tant d'ouvriers que ça qui devenaient cadres et qui devenaient patrons de Mercedes, comme ça a été le cas pour un patron de Mercedes en Allemagne dans les années 80. Mais il y avait cette idée que cette société, on pouvait en gravir les échelons, c'était dur, mais il y avait un chemin qui y menait. Eh bien, le règne du monde actuel, c'est celui de l'endogamie sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres sociales, tout est localisé, tout est refermé dans une série de ghettos. Mon collègue et ami Éric Morin a très bien décrit ça dans ce qu'il appelle le ghetto social. Pas simplement au sein de l'entreprise, mais dans les lieux de résidence. Avant les lieux de résidence, au dernier étage, des choses toutes bêtes. Au dernier étage, il y avait les ouvriers. Au premier, au deuxième étage, il y avait les bourgeois. Avec l'ascenseur, la généralisation partout de l'ascenseur, mais au premier comme au dernier, il n'y a que des bourgeois ou que des ouvriers. Donc, tous ces éléments de mixité sociale dans l'entreprise, dans les lieux de résidence, ont disparu et tout se replie sur des couches sociales qui se retrouvent dans les mêmes quartiers d'une manière très finement agrégée par effectivement leur qualification sociale.